Chaque lundi à 17h45 en direct, c'est notre quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain en visioconférence avec nous, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. 37 donc, c'est le chiffre de ce quart d'heure américain. Pierre-Yves, c'est le nombre de chefs d'accusation retenus contre Donald Trump, notamment pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice, faux témoignages, etc. etc. Nouvel épisode judiciaire donc pour Donald Trump. Qu'est-ce que l'on peut en dire à ce stade, Pierre-Yves? Et toujours cette question, est-ce qu'à un moment, ce fardeau judiciaire peut devenir contre-productif pour l'homme politique Donald Trump? Certainement contre-productif pour le Parti républicain. À court terme, c'est très difficile à juger. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il était inculpé de nouveaux délits, Donald Trump a utilisé cette occasion pour lever des fonds, se présentant comme victime d'une persécution. C'est d'ailleurs sur ce thème-là qu'il a communiqué avant-hier, employant des mots très forts, en disant qu'il était victime d'un complot de communistes, je cite, au sein de l'État profond, et qu'il allait, grâce au soutien de ses fans qu'il sollicitait, qu'il allait livrer la dernière bataille. On est tout dans la nuance, vous voyez. Ce qui me frappe, c'est que un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas soupçonner d'être des crypto-communistes, je pense par exemple à William Barr, l'ancien Attorney General de Donald Trump, c'est-à-dire son ancien secrétaire à la justice, qui est d'ailleurs tombé en disgrâce depuis avec Donald Trump, mais qui néanmoins est un républicain bon temps. William Barr estime que, je cite, si la moitié de ces 37 chefs d'accusation sont avérés, Donald Trump est cuit. Les rivaux de Donald Trump sont obligés de défendre l'ancien président, mais c'est extrêmement délicat de le faire sur le fond. Nous allons y revenir, je crois. Mais sur la forme, ils sont obligés de communiquer sur le thème. Regardez cet acharnement de l'administration Biden qui utilise le département de la justice comme une arme pour persécuter le principal rival politique de Joe Biden. Jamais la justice américaine n'a été à ce point instrumentalisée. Sur le fond, il semble assez clair que ce que Donald Trump a fait est indéfendable. D'abord, nous avons la voix, nous avons un enregistrement de Donald Trump qui se vante d'avoir gardé des documents alors qu'il a sous serment prétendu le contraire. Il se vante de les avoir cachés alors qu'on sait maintenant qu'il les a cachés dans différents endroits au moment même où il continue de dire au FBI qu'il n'avait pas ces documents. Donc, ce n'est pas simplement la rétention de documents qu'il n'était pas censé conserver, c'est d'avoir menti délibérément pour garder ses trophées afin de pouvoir les exhiber devant ses amis. On peut se demander d'ailleurs la qualité de ses amis, sachant qu'au moins l'un d'entre eux l'a enregistré. Et c'est en mettant la main sur cet enregistrement que le procureur spécial du département de la justice a pu monter une grande partie de son dossier. Un autre moyen, pas très joli, de coincer Donald Trump a été de revenir sur ce qui est sacro-saint en droit américain, mais dans les droits de la plupart des pays développés, c'est la confidentialité des relations entre un client et son avocat. On a pu contourner cette confidentialité pour obtenir les notes de l'avocat qui recevait les instructions de Donald Trump, noir sur blanc. Nous allons prétendre qu'il n'y a pas de documents, nous allons cacher, qu'est-ce que nous pourrions faire si nous nions, etc., etc. Des choses qui sont très grave de la part d'un président et d'un ancien président, même si, au terme de la loi, numéro un, Donald Trump n'avait qu'à dire « Oui, j'ai emporté des documents que j'aurais pas dû emporter, tenez, voilà, prenez-les, mettez-les aux archives et on n'en parle plus », et plus rien ne se serait passé. Et deuxièmement, il aurait pu éviter de faire tout ce cinéma pour parler de choses importantes qui sont importantes pour les Américains. Qu'est-ce que le Parti républicain propose comme politique, quelles sont les valeurs du Parti républicain aujourd'hui, quelles sont les réformes que le Parti républicain voudrait mettre en place si un républicain occupait à nouveau la Maison-Blanche. On ne va pas parler de tout ça, on va continuer pendant des mois de parler de Donald Trump. Il a peut-être fait une erreur du coup, Pierre-Yves ? Il part du principe que de toute façon, it's all about him. Hein, c'est-à-dire, ce qui compte, c'est lui.
ce sont ses exigences personnelles. C'est une personnalité d'un égocentrisme exceptionnel. Donc, il ne défend pas le Parti républicain, il ne défend pas les valeurs républicaines, il ne défend pas un programme particulier, il ne défend pas le libéralisme. Il défend son image, sa légende, sa franchise, la franchise de Donald Trump qui a permis au mot Trump de valoriser des bâtiments sur lesquels on n'avait pas écrit Trump aurait valu 30% de moins. Donc il veut rentrer dans l'histoire comme celui qui va venger la tricherie électorale et il est complètement dans ce trip au mépris, je dirais, de la démocratie américaine et de la procédure judiciaire. Cela dit, attention, il y a des choses tout de même étrange dans la manière dont ces accusations et ces investigations sont montées. Je ne connais personne à Washington qui croit vraiment que Joe Biden ne soit pour rien dans cette affaire, qu'il n'ait pas indirectement, d'un simple clin d'œil, approuvé les initiatives de Merrick Garland, son Attorney General. Si Merrick Garland avait jugé que le procureur spécial qui est chargé de cette affaire allait trop loin et allait déchirer davantage l'Amérique, parce que c'est de cela qu'on parle, même si les Trumpistes ne sont qu'un tiers de l'opinion, ils sont de plus en plus radicalisés et on est en train de faire mal au tissu politique américain et aux institutions démocratiques américaines. L'essentiel de la responsabilité en incombe certainement à Donald Trump, mais cette politique de la surenchère permanente dans l'inquisition et dans la persécution n'est pas une bonne chose à la fin du compte. 1 an et demi. Il va falloir tenir 1 an et demi avant l'élection de novembre 2024 à un rythme qui s'annonce évidemment intense. Pierre-Yves, du côté de l'économie et de la politique monétaire, c'est une semaine qui sera marquée par la décision de la Réserve fédérale américaine. La question étant de savoir quels sont les indicateurs aujourd'hui qui permettent d'évaluer la situation économique aux États-Unis. Et rien que cette question montre la complexité quand même du sujet. On y perd un petit peu son latin. On avait abordé ça d'ailleurs la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'indices curieux qu'il va falloir réconcilier. Le problème, c'est que s'il faut attendre 2 ans pour les réconcilier avec les changements de modèles statistiques, on apprendra dans 2 ans qu'en fait, on est déjà en récession. Qu'il faudrait savoir si est-ce qu'on est en récession ou non. Il y a une forte divergence aujourd'hui entre le produit intérieur brut et ce qu'on appelle le revenu intérieur brut, qui, en théorie, doivent être la même chose, le revenu intérieur brut, observant la totalité de l'économie américaine, du point de vue des revenus, c'est-à-dire des salaires, en gros, des profits des entreprises et de la pression fiscale. Depuis 2 trimestres, si on lit les données officielles américaines, l'économie américaine est en contraction. Examiné sous le revenu intérieur brut et en contraction assez forte, en moyenne de 2,5%. Alors qu'en termes de produit intérieur brut, qui reste la norme classique de mesure de la performance économique, on est encore en croissance de l'ordre de 2% en moyenne depuis 2 trimestres. Donc il se passe quelque chose d'étrange. La Réserve fédérale a relevé en 14 mois de 500 points les Fed Funds, les taux d'intérêt se sont envolés, les créations d'emplois continuent d'être considérables. C'est étrange. 1 600 000 emplois ont été créés aux États-Unis depuis le mois de janvier. On ne peut pas être en situation de récession ou de récession imminente si le marché de l'emploi continue d'être aussi fort. On s'est aperçu au mois d'avril que le nombre d'offres non pourvues, d'offres d'emploi non pourvues a encore augmenté. On est repassé au-dessus de 10 millions. Pour un demandeur d'emploi aux États-Unis, il y a 1,8 emplois non pourvus. Donc le marché de l'emploi donne toutes sortes de signaux assez convaincants d'être en très bonne santé. Pourtant, les grands titres de la presse montrent des plans de licenciement massifs parmi les plus grandes entreprises américaines, notamment dans la technologie. On voit que la consommation américaine, en particulier la consommation de biens, s'essouffle sérieusement, que là où la consommation tient bon, c'est grâce à l'épargne qui est en train de s'épuiser et à l'endettement qui va finir par s'épuiser aussi. Donc on comprend que dans ce contexte-là, la Réserve fédérale soit un petit peu inquiète, se gratte la tête et décide de dire « bon, on peut peut-être attendre encore 1 mois avant de donner un tour de vis supplémentaire ».
il y a peut-être moins d'urgence à ce stade, effectivement, de rajouter encore 25 points de base au niveau des taux directeurs américains. Pour éclairer peut-être les membres de la Fed ou les embrouiller encore un peu plus, nous aurons demain le rapport mensuel sur l'inflation du mois de mai aux États-Unis, avec un chiffre d'inflation globale sur un an qui est attendu autour de 4%. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre quart d'heure américain hebdomadaire à 17h45 en direct, rediffusé à partir de 20h pour l'émission et donc à 20h45 pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez évidemment chaque semaine en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.